Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire européen pour le marché intérieur. Je vais vous parler du coronavirus, évidemment. Pourquoi? Parce que ça pèse sur l'économie mondiale, mais aussi sur l'économie européenne. Je ne parle même pas de l'économie française. Ralentissement important de l'économie européenne, là, à cause du coronavirus. Oui, ralentissement important de l'économie mondiale, on va dire. Mondiale, oui, au départ, mais... D'abord parce que, évidemment, le poids de la Chine dans nos économies est aujourd'hui tout à fait considérable. Et donc, la Chine est quand même, on peut le dire, depuis maintenant 2 mois... à l'arrêt dans certaines régions, et évidemment, ça pèse sur les chaînes d'approvisionnement. Ça pèse aussi sur des aspects qui sont importants pour nous en Europe. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'activité touristique. Je rappelle que les touristes chinois viennent en abondance en Europe, et évidemment, depuis 2 mois, il n'y en a plus. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. C'est depuis le mois de janvier, 2 millions de nuitées en moins pour l'industrie touristique européenne, et c'est donc à peu près 1 milliard d'euros en moins, uniquement... 2 millions de nuitées en moins depuis début janvier. Sur janvier-février. 1 milliard d'euros en moins. Par mois en Europe, compte tenu du fait que, évidemment, depuis janvier, il n'y a plus de touristes chinois qui viennent en Europe. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir prendre des mesures, si ça continue en plus. Alors ça veut dire, oui, évidemment, ça veut dire... Alors quelles mesures l'Europe va-t-elle annoncer? Vous savez, avant de prendre des mesures, il y en aura. Il y en aura. Il y en aura. Évidemment, l'Europe est là pour protéger. Oui. Donc il y en aura. Oui. Il y en aura évidemment au niveau des États membres, c'est évident. Elle commence du reste à être prise, on le voit en Italie. Oui. Par parenthèse, le gouvernement italien vient de débloquer 3 milliards 200 millions d'euros pour assister précisément dans les régions du nord de l'Italie qui sont touchées, pour assister essentiellement du reste les petites et moyennes entreprises. Mais pour l'instant, évidemment, ce qui est très important, c'est de mesurer tout cela. Alors, on ne peut pas prendre des mesures quand on n'a pas vraiment mesuré. Et donc, ce que nous avons fait au niveau de la Commission européenne, c'est que sans attendre, et j'ai donc participé dès la semaine dernière à l'ensemble de la réunion de tous les ministres de l'industrie, et nous avons décidé ensemble de remonter en temps réel, quasiment au jour le jour, l'ensemble des informations qui sont à notre disposition sur l'impact économique au niveau de l'Union européenne. À part quelques secteurs, elle est encore relativement limitée, mais bien entendu, on va voir... Où est-ce qu'on en est? Quel est l'impact? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire quel est l'impact économique? Le rendez-vous, il est vraiment à la fin du mois de mars, parce que c'est là où les entreprises commencent à comptabiliser leur premier trimestre. Oui. Donc là, pour l'instant, nous n'avons que des indications. Oui. Et quelles sont ces indications? Ces indications sont celles que je vous disais. Essentiellement, le tourisme est sans doute le plus touché, mais j'ajoute aussi un secteur qui nous préoccupe, c'est le secteur de l'industrie automobile dans son ensemble, pour 2 raisons. D'abord, l'industrie automobile, comme vous le savez, est soumise à des mutations importantes, déjà. Et on se souvient des conséquences du diesel, de la voiture électrique, de la voiture autonome. Donc c'est déjà un secteur qui est en renouveau, on va dire, avec les conséquences que ça implique. Mais il y a autre chose. Il y a le fait, évidemment, que pour cette industrie, beaucoup de sous-traitants, on le sait, viennent de Chine, et que des chaînes d'approvisionnement peuvent aujourd'hui être à l'arrêt. Et puis, il y a aussi le fait que le marché chinois est un marché extrêmement important, et que en janvier et en février, le marché chinois de l'automobile, alors là, il s'agit évidemment de la demande, a été quasiment à l'arrêt. Donc évidemment, il y a un impact sur l'industrie automobile. Notamment sur l'Allemagne. Essentiellement, oui, essentiellement, on l'a vu. C'est le pays le plus touché aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, on peut dire que les pays sur lesquels on a la plus grande attention d'un point de vue économique, c'est l'Italie. L'Italie d'abord. Et l'Allemagne. Voilà, c'est vraiment les 2 pays pour l'instant qu'on suit de très près, avec des conséquences qui pourraient, du reste, certains le disent, c'est trop tôt pour le dire, Jacques Bourdin, mais certains commencent à dire qu'il n'est pas exclu d'avoir une récession peut-être en Italie et en Allemagne. Mais récession peut-être en Italie et en Allemagne. Oui, un terme technique encore une fois. Oui, bien sûr. Mais sur les 2 premiers trimestres. Mais évidemment, c'est trop tôt encore pour le confirmer. On commence à envisager éventuellement alors, ceci. Les conséquences, Thierry Breton. D'abord, les bourses. Beaucoup s'inquiètent en se disant, en voyant les bourses chuter, risque de krach mondial. Est-ce qu'il y a un risque? Oui, alors là aussi,
Vous vous souvenez que, encore une fois, il faut garder son sang-froid. Oui. Il faut regarder ça avec calme. Et se souvenir qu'il y a déjà plusieurs mois, beaucoup d'observateurs nous indiquaient que les bourses avaient atteint un tel niveau qu'il y aurait sans doute, disons, on appelle une correction. Une correction, c'est quand ça baisse de 10%. Bon, cette correction est arrivée puisqu'on a baissé de 11% la semaine dernière. Alors certains maintenant disent, voilà, on attendait effectivement quelque chose, c'est arrivé, les bourses étaient trop haut, elles retrouvent un juste niveau. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je dis simplement que ce dont les marchés ont absolument horreur, c'est l'incertitude. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut pas leur donner de certitude. Donc, bien malin serait celui qui pourrait vous dire ce qui va se passer sur les bourses. Aujourd'hui, on va le voir bientôt, donc on va pas prendre de pari, mais demain, après-demain et la semaine prochaine, il est vraisemblable qu'il va y avoir encore une période extrêmement chahutée. Je le redis, parce que nous manquons aujourd'hui de chiffres précis et de clarté. Bien, Thierry Breton, l'Allemagne pourrait changer de politique. Et je ne sais pas, moi, choisir une politique de relance. Oui, alors ça c'est un débat évidemment c'est un débat qui existe depuis longtemps. Qui est ravivé par la situation. On sait que l'Allemagne a des excédents budgétaires importants, 45 milliards, on le sait. Pour l'instant, alors je m'en suis entretenu évidemment en tant que commissaire au marché intérieur. Vous pensez bien que ces questions m'intéressent. Mais évidemment. Donc je m'en suis entretenu avec notamment mon homologue et allemand et avec les ministres allemands et Peter Altmaier. Bon, voilà, les questions sont posées. Il m'appartient pas évidemment de les mettre en œuvre, mais croyez bien qu'elles sont posées. Elles sont posées. Bien sûr. Bien sûr. Modification de la politique allemande. Mais pas modification. Pas modification. Il y a évolution. Il y a deux choses. Évolution. Il y a d'abord ce qu'on appelle pardon de cette expression, le Schwarznull, c'est-à-dire l'interdiction de faire des déficits. Et puis il y a d'autre part l'usage de ces excédents. Et il s'agit évidemment de l'usage des excédents. Donc il est question. Est-ce que cette crise entraîne aussi une réflexion sur la démondialisation de l'économie? Alors c'est une question très importante. C'est une question très importante parce que là encore, il faut peut-être bien remettre les choses à leur place. Nous sommes là au milieu d'une crise, d'une épidémie. J'entendais sur votre antenne que certains la qualifient déjà peut-être en avance de ce que l'OMS va nous dire de pandémie. De pandémie. En tout état de cause, c'est évidemment une crise. Ce que disait le professeur Combe ce matin. C'est une crise sanitaire, c'est évident. Et il faut évidemment consacrer tous nos efforts, y compris au niveau de la coordination. Et croyez-moi que l'Europe est extraordinairement à la manœuvre sur la coordination. Nous avons des informations extrêmement précises. On suit au jour le jour, heure par heure, ce qui se passe dans l'ensemble des pays de l'Union. C'est la priorité absolue, évidemment. Prévenir cette épidémie et préparer à soigner ceux qui en auront besoin. C'est la priorité absolue. Bon, ceci dit, il est évident que les questions qu'on vient d'évoquer à l'instant, Jean-Jacques Bourdin, et notamment sur la dépendance, peut-être trop forte dépendance, donc de certaines industries, de certaines chaînes de valeur, comme on dit, à certains pays, étaient posées depuis déjà quelques mois, voire quelques années. On a vécu, il faut bien le dire, au cours des 30 dernières années, ce qu'on appelle une mondialisation, certains disent à tout craint, qui a vu des délocalisations, qui a vu des relocalisations essentiellement du reste dans les pays à faible coût, à l'époque, à faible coût de manœuvre. Je dis à l'époque parce qu'évidemment tout ça remonte. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vulnérabilité qui était déjà indiquée, un peu trop forte à certains États. Et donc déjà, j'ajoute que avec toute la politique que nous menons, notamment au niveau de l'Union européenne, sur la politique climat, déjà certains se disaient, est-ce que finalement ça vaut la peine de continuer à produire à 6-7 000 kilomètres, à mettre des marchandises sur des bateaux qui tournent pendant des jours et des jours en polluant, on ne peut plus, avec une empreinte carbone épouvantable. Est-ce que finalement on peut pas recommencer à relocaliser? Ces questions sont aujourd'hui posées avant même le coronavirus. Alors maintenant, si vous me posez la question, est-ce que le coronavirus va changer les choses. Accélérer ce mouvement. En tout cas, la prise de conscience, elle est là. Donc, je ne serais pas étonné, effectivement, qu'il y ait... Alors, attention, on va continuer à produire ici ou là, mais la question est posée désormais, c'est vrai. Bien, plusieurs milliers de migrants, des Afghans, des Syriens, des Irakiens, sont poussés vers les frontières européennes par M. Erdogan, le président turc. Que va faire l'Union européenne? Les frontières sont fermées. Est-ce que les frontières de l'Union européenne sont fermées à ces migrants? Alors, d'abord, vous interrogez le commissaire au marché intérieur. Oui, mais je ne veux pas me défausser. Vous êtes commissaire européen. Je suis commissaire européen au marché intérieur. Il n'en demeure pas moins que cette question est une question évidemment importante. Oui. L'Europe qui protège, c'est évidemment notre motif, notre leitmotiv au niveau de la commission von der Leyen.
est-ce que cette crise, parce que c'est une crise qu'on vient de voir pendant le week-end, cette crise des migrants, est de même nature que celle que nous avons connue en 2015? Pas du tout. Absolument pas. Donc je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Si nous avons bien compris, il y a eu des informations, je ne sais pas d'où elles viennent, qui ont laissé penser ou croire que les frontières étaient ouvertes. Que les frontières étaient ouvertes. Mais elles viennent du gouvernement turc. Je le dis, ce n'est absolument pas le cas. Oui. Les frontières grecques et bulgares ne sont pas ouvertes. Les frontières de l'Europe sont fermées. Du reste, la présidente von der Leyen s'en a entretenu pas plus tard que ce week-end encore avec les deux premiers ministres grecs et bulgares, et je vous confirme que les frontières ne sont évidemment pas ouvertes. Donc voilà, ça c'est la réalité. Les frontières de l'Europe sont fermées. Elles sont fermées, non seulement elles sont claires, je vous le redis. Alors, j'ajoute par ailleurs que depuis 2015, l'Europe s'est considérablement renforcée et organisée sur ces questions. Vous savez que nous avons notamment Frontex, donc qui est l'agence de garde-côtes, qui a vu son budget multiplié par 3 depuis. Cette année, nous allons avoir plus de 1000 garde-côtes qui sont déployés. On a commencer à renforcer considérablement le déploiement, sans attendre, sur les frontières. Et puis, il y a une coordination européenne très forte. Vous avez dû entendre, comme moi, que certains États membres ont déjà pris des positions très fortes en indiquant qu'ils étaient prêts à envoyer des forces supplémentaires, si c'était nécessaire. La France ? Bien sûr, elle l'a fait, vous l'avez vu, le président de la République l'a dit, et d'autres également. Et donc, je ne serais pas surpris que dans les heures ou jours qui viennent, une réunion des ministres de l'Intérieur soit réunis pour discuter de ces questions de façon, encore une fois, coordonnée. Il y aura réunion des ministres de l'Intérieur dans les jours qui viennent. Et donc, encore une fois, nous sommes complètement au fait de ce qui se passe, et je vous redis, les informations qui sont les nôtres, les frontières ne sont pas ouvertes. Les frontières ne sont pas ouvertes, c'est une réponse à M. Erdogan, donc, on est bien d'accord, qui pousse l'Europe à intervenir, l'Union européenne à intervenir, où ? Eh bien, dans le nord de la Syrie, dans la région d'Idlib. Parce que M. Erdogan est confronté au régime syrien appuyé par les Russes et il a besoin d'appui. J'ai écouté comme vous l'analyse, comme d'habitude, extrêmement pertinente de Nicolas Poincaré, juste avant 8h. Il a décrit de façon, je crois, avec ses mots et avec ses informations, de croix assez précisément. Oui, voilà. C'est donc un chantage. C'est ce que M. Nicolas Poincaré disait. Oui, voilà. et c'est ce que vous dites aussi. Non, moi je ne reprends pas ça à mon compte, mais j'ai entendu avec intérêt ce qu'il disait. Voilà. Oui, que doit dire l'Union européenne ? Est-ce que l'Union européenne doit prendre position ? L'Union européenne en reste là où elle est. Encore une fois, l'Union européenne n'a pas de force d'intervention. C'est-à-dire vous savez. Reste insensible au drame humanitaire qui se passe à Idlib. Non, l'Union européenne, je répète, c'est une union. Et puis il y a les États membres. Les États membres s'expriment sur des aspects de politique étrangère et notamment en cas d'intervention. L'Union européenne reste également à sa place, mais toute sa place, et sa place, c'est de protéger. Bien, Thierry Breton, la réforme des retraites en France, le 49.3, vous connaissez ? Le 49.3. Je connais, oui. Vous étiez ministre de l'économie et des finances du gouvernement Villepin. Je connais, mais depuis que je suis à Bruxelles, comme vous le savez, je ne m'explique plus sur les politiques intérieures des États membres. Mais vous connaissez bien. Oui, bien sûr. C'était le 9 février 2006, non ? C'était le CPE. Vous avez de la mémoire, C'était le CPE. Voilà, oui, c'est vrai, oui. C'était le CPE. C'est un déni de démocratie, le 49.3. Encore une fois... On ne va pas se prononcer sur le fond, mais est-ce que l'utilisation du 49.3, c'est un déni de démocratie ? Alors, puisque vous interrogez le commissaire européen, que je suis désormais, nous veillons à ce que toutes les règles démocratiques dans tous les pays de l'Union soient strictement respectées. Le 49.3 respecte les règles démocratiques. Voilà ce que j'ai à dire. Ce n'est pas un déni de démocratie. Absolument pas. Bien. Le Brexit. Si nous parlions du Brexit, ça commence aujourd'hui, ce matin. Ça commence difficilement. Les négociations. Oui, je sais, c'est pour ça aussi que vous êtes là. C'est le premier jour, voilà. Michel Barnier et ses équipes sont prêtes, l'arme au pied, j'allais dire. Dites-moi, il a du travail. Hein. Oui. J'ai vu les dernières déclarations du gouvernement britannique. Ça va pas être facile. Monsieur David Frost est très remonté. C'est lui qui va conduire les négociations côté anglais. Et Boris Johnson aussi. Oui, vous avez vu les nôtres également, à la Commission. Elles étaient assez claires et fermes, je crois. Bon, mais je suis du reste de ceux qui pensent que c'est très important. Mais la Grande-Bretagne ne veut pas d'un alignement sur les règles communautaires. Hein. Écoutez, c'est surprenant ça, parce que... c'est ce que dit la Grande-Bretagne. Oui, mais bien sûr, mais c'est des postures de début de négociation, on va dire. Oui. Je dis c'est surprenant parce que, en fait, alors, la Grande-Bretagne d'abord, si j'ai compris, mais enfin, on est encore une fois dans les postures avant les négociations. Il faut prendre ça comme ce doit être. Ça commence. Voilà. La Grande-Bretagne connaît très bien les règles du marché intérieur dont j'ai la charge. Elle les connaît tellement bien que c'est elle qui a contribué à les faire, du reste. Donc, s'il y a un pays qui veut maintenant
nouer des accords commerciaux avec l'Union et qui sait les conditions de l'Union, c'est-à-dire le respect de toutes les règles que la Grande-Bretagne a par ailleurs contribué à édicter, c'est bien ce pays. Donc ça va nous faciliter la vie. Mais la Grande-Bretagne vous répond, mais attendez, nous on a quitté l'Europe, on ne veut aucune règle européenne. Et nous répondons à la Grande-Bretagne, tous les pays sont les bienvenus chez nous, pour peu qu'ils respectent, Jean-Jacques Bourdin, l'intégralité de nos règles et obligations. Et donc, vous ne transigerez pas là-dessus. Bien entendu que non. Et si la Grande-Bretagne veut avoir un accord privilégié en sortant du cadre des accords classiques de l'OMC, elle devra accepter les règles de l'Union européenne. Voilà, les choses sont simples et claires. Et donc, l'Europe on va ne bougera discuter. pas, ne transigera pas. Bien entendu, l'Europe ne bougera pas. Le marché intérieur est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui en Europe pour nos concitoyens, pour nous-mêmes, pour notre vie. On a mis 70 ans à le construire. Eh bien, c'est notre socle. Les Britanniques le connaissent par cœur, puisqu'ils ont contribué à le faire. Ils connaissent par cœur les règles. Et donc, on va commencer à discuter de façon sereine. Alors, maintenant, si vous me dites, est-ce que en un an, c'est faisable? On verra bien. Nous, on pensait qu'il aurait peut-être fallu un petit peu plus de temps, mais enfin, c'est le Premier ministre Johnson qui en a décidé ainsi. Et bien, on verra. Et puis, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, si jamais, finalement, il n'y a pas d'accord, eh bien, on tombera dans les règles de l'OMC qui seront très, très défavorables à nos amis britanniques. Je ne leur souhaite pas, hein, attention, je ne leur souhaite pas. Ils font plus de 50% de leur commerce avec nous. Ce serait, je crois, très néfaste. Une catastrophe et pour donc, la Grande-Bretagne. Donc, derrière les postures de négociation que je connais bien, j'espère qu'il y aura un retour à la raison. Et nos pêcheurs pourront aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques. C'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet extrêmement important, qui est un sujet évidemment à part. Il y a aussi le sujet de la défense. Il y a d'autres sujets qui sont des sujets à part, hein, je dirais. Je rappelle que la très grande majorité des prises des pêcheurs britanniques est écoulée en Europe et est également transformée dans les usines européennes et notamment en Calaisie, comme vous le savez. Donc voilà, là aussi, il faut mettre les choses en face. Et on mettra les choses en face, Jean-Jacques Bourdin, si vous m'avez bien compris. Bien, la 5G en France, Huawei, le géant chinois, veut installer un site de production en France. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Écoutez, c'est très bien. J'ai vu qu'il y avait... On ne sait pas où d'ailleurs, mais vous ne savez pas où, vers Strasbourg, je crois. Une petite usine. C'est très bien que certains veulent installer des petites usines en France. Moi, ça me fait plaisir. Mais ça vous fait plaisir. Français. Et en Europe, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier quand même les Européens? Mais vous savez, Nokia, Ericsson, par exemple. Il s'agit tout simplement de dire la réalité des choses. La réalité, c'est que la 5G, d'abord, c'est un réseau critique, c'est un réseau très important, un réseau de télécommunications. Je le dis pour nos téléspectateurs. Déployer un réseau 5G, ça n'a rien à voir avec déployer un réseau 3G ou 4G. Car sur les réseaux 5G, on va développer évidemment les applications qu'on aime bien tous, sur Internet, téléphoner, envoyer des SMS, que sais-je. Mais également les applications nouvelles, totalement critiques. La gestion, par exemple, de flotte de véhicules, la gestion d'une usine, la gestion d'un hôpital, la gestion d'une ville, dans des applications beaucoup plus critiques, ce qui fait que les États, légitimement ont dit, eh bien là, il y a des problèmes de sécurité, donc se sont posé la question. Et qu'a fait la Commission? La Commission a dit, mais écoutez, nous d'abord, on accueille tout le monde, bien sûr, là encore, mais, Jean-Jacques Bourdin, comme je l'ai dit, selon nos règles. Et donc, les 27 États de l'Union européenne ont décidé à l'unanimité, ce qui est assez important et je crois une première en matière de technologie, des critères pour qualifier ce que serait un fournisseur à haut risque et des mesures à prendre. Huawei est un fournisseur à haut risque. Eh bien, chacun se reconnaîtra. Ces critères sont très précis, sont du reste consultables sur Internet, et chacun désormais a cette sorte de boîte à outils pour vérifier si un fournisseur est à haut risque ou pas. J'ajoute. Est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que Huawei s'installe en France? Mais pas du tout, encore une fois. Mais absolument pas. Pour développer la 5G. Qui installe son usine, comme vous le disiez, en France, pas du tout. Non, là-dessus, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne ensuite le déploiement des réseaux 5G, eh bien, il faudra répondre à l'ensemble des critères. Et si on n'y répond pas, eh bien, ce sera très difficile. Mais je voudrais dire une chose très importante. Il y a les États, évidemment, qui donnent les autorisations. Mais il y a les opérateurs de télécommunications aussi qui sont responsables. Si jamais on prend un fournisseur qui lui-même est dépendant d'un État et qui peut faire courir un risque pour les données qu'il opère, ça sera très ennuyeux, d'autant que la responsabilité des conseils et des administrateurs est désormais, depuis la réglementation générale des données personnelles, potentiellement appelable. Et puis surtout, les clients
les clients qui vont utiliser ces réseaux et qui vont avoir la responsabilité, par exemple de la flotte de gestion de voitures d'une ville ou que sais-je, si jamais il y avait un problème, on va leur demander pourquoi ils ont choisi tel ou tel opérateur et quelles étaient les infrastructures de tel ou tel opérateur. Donc c'est toute la chaîne aujourd'hui qui est responsable. Nous donnons tout simplement un élément très clair pour que chacun, en son âme et conscience, prenne la bonne décision. Et nous avons la chance d'avoir en Europe, avec 2 très grands équipementiers de télécommunications, plus de 56% des brevets, donc c'est faux de dire que l'Europe est en retard, plus de 60% de tous les contrats 5G dans le monde. Donc non, l'Europe tient bien son rang, Jean-Jacques Bourdin. Merci Thierry Breton d'être venu nous voir, 8h54 RMC BFM TV.